Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. God Save the King, titre l'équipe ce matin. Roger Federer fait la une du quotidien sportif. La plupart de vos journées rendent hommage à la légende du tennis. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem a donc décidé de prendre sa retraite. Au-delà du palmarès, le Suisse laisse une empreinte profonde, ineffaçable. Mélange de grâce et d'élégance. On disait de lui qu'il dansait sur un court. Roger Federer aura donc réussi l'impensable. Qu'il gagne ou qu'il perde, chacun de ses matchs se savourait comme un opéra, Axel May. Oui, un mot résume son style, l'élégance. Richard Gasquet a joué 21 fois contre Federer et a réussi à le battre à 2 reprises. C'est le tennis, quoi, Federer. Là, il y a d'autres joueurs, c'est incroyable. Nadal, Djokovic, c'est extraordinaire aussi, mais c'est pas pareil, quoi. Voilà, c'est pas Federer, c'est Federer, quoi, au niveau du tennis, de l'élégance, du revers un peu à une main, du coup droit en avançant, de la facilité qu'il dégage. Il y a que lui, quoi. Il y a les yeux, quand tu regardais ça, tu disais, voilà, il y a quelque chose d'unique, quoi. Les nostalgiques ne manqueront pas d'aller revoir ces 8 finales victorieuses à Wimbledon, toutes de blanc vêtues comme le veut la tradition, ou bien son unique Roland-Garros remporté en 2009. Les supporters pourront l'admirer une dernière fois sur un court lors de la Lever Cup, tournoi d'exhibition dont il est l'un des fondateurs et où Roger, comme il est surnommé, retrouvera son rival devenu ami, Rafael Nadal. Ce sera dans une semaine à Londres, à guichet fermé, avec des billets proposés plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les sites de revente. Axel May du service des sports d'Europe 1 et Rafael Nadal qui a réagi sur Twitter. Mon ami Roger, mon rival, j'aurais aimé que ce jour n'arrive jamais. Ce fut un honneur et un privilège de partager toutes ces années avec toi. À 7h03 sur Europe 1, la France toujours en proie aux incendies. Après la Gironde, la Charente est à son tour touchée. Plus de 400 hectares brûlés, le plus gros incendie jamais enregistré en Charente à ce jour. 16 foyers identifiés, tous ne sont pas encore fixés. Dans le département voisin de la Gironde, le feu est désormais fixé en revanche à Somos. Il aura dévoré 3400 hectares de forêt. Presque tous les habitants ont pu rentrer chez eux. Exemple à Sainte-Hélène, reportage de notre correspondant Benjamin Péter. Très content de retrouver toute la petite famille. Voilà, on est très heureux. Tout le monde a eu de grosses angoisses, voilà, très peur pour nos maisons. Jocelyne a le sourire, elle a retrouvé ses voisins, ses amis, son gendre lui aussi est rassuré de pouvoir réintégrer sa maison, même s'il appréhende de voir le bois calciné. Il va falloir attendre un peu parce qu'il va y avoir de la fumée encore. Ça va faire mal au cœur, je pense, d'aller à la forêt. Ouais. Le quotidien va peut-être être un peu modifié, mais on est entier. La maison, elle est toujours là. L'essentiel, c'est ça, quoi. Voilà, espérons qu'ils ne reprennent pas, surtout, parce qu'il ne pleut pas, donc ça, c'est un peu plus inquiétant quand même. Ginger était partie se réfugier chez sa sœur avec les enfants. Le contre-coup est très difficile. Elle a eu très peur. Moi, les enfants, ils ont eu très peur. Moi, j'ai paniqué aussi, forcément. On s'imagine plein de choses. Est-ce qu'on va retrouver notre maison? Dans quel état? Bon, là, ça va mieux. Oui, soulagée. Contente de rentrer. Les enfants vont retrouver leur chambre. On va essayer de reprendre une vie normale. On va essayer, quoi. Alors, une vingtaine de maisons situées au cœur de la zone de feu restent inaccessibles pour le moment parce que le travail des pompiers est loin d'être terminé afin de s'assurer que le feu ne repartira pas. À Sainte-Hélène, Benjamin Péter, Europe 1. Attention, si vous devez prendre l'avion aujourd'hui, la grève des contrôleurs aériens va fortement perturber le trafic. 1 millier de vols annulés, soit la moitié de ce qui est habituellement prévu. Le procès de l'attentat à Nice, la cour d'assises spéciale a donc vu ce que tout le monde redoutait de revoir, les fameuses images de la vidéosurveillance le soir de l'attaque terroriste. Des images terribles, ce sont les mots du président de la cour d'assises spéciale juste avant leur diffusion. Une mise en garde utile. Impossible pour les rescapés d'oublier ce camion renversant tout sur son passage. Certains n'ont pas supporté de revivre cette soirée d'horreur, Frédéric Michel. Oui, des dizaines de personnes écrasées, projetées comme des quilles, des milliers d'autres courant paniqués. La mort dans le sillage du camion, ces images, plusieurs parties civiles ne les ont pas supportées, sortant en pleurs. Mais la cour devait impérativement les voir selon l'une de leurs avocates, Catherine Zwark. Ça me paraît essentiel pour la manifestation de la vérité, bien sûr. Il y a eu des cris de certaines victimes qui peut-être se sont reconnues, qui ont certainement reconnu des proches et c'est difficile. Avec son époux et des amis, Isabelle Picard était sur la promenade. Le camion est passé tout près. Des images de terreur, des moments apocalyptiques, je dirais. J'ai tenu absolument à regarder cette vidéo. Je ne le regrette pas. Je pense qu'un retour en arrière était nécessaire également pour une reconstruction future. Le soir de l'attentat, Stéphane Herbst a perdu sa femme, Rachel. Ils étaient venus assister au feu d'artifice avec leurs 2 jeunes enfants. Le détail qui revient, c'est la vitesse. C'est ce que je dis toujours, le camion, c'est comme quand vous êtes sur un quai de gare et qu'un train passe sans s'arrêter. Cette notion de vitesse, et en fait, la vie, elle s'enlève en quelques centièmes de seconde. Et j'avais oublié que ça passait si vite, en fait.
Et pour Stéphane, il était indispensable que les accusés soient confrontés aux images. Ce qu'on a vu, c'est les conséquences de leur choix et ça, j'en suis persuadé. Des accusés qui ont tourné la tête ou à peine regardé l'écran. Frédéric Michel. En bref, les Russes ont-ils commis un crime de guerre à Izium, ville récemment libérée par les forces ukrainiennes? Le président Zelensky affirme qu'une fosse commune a été découverte. Très peu de détails pour l'instant sur le nombre de cadavres retrouvés et les causes de leur mort. Une enquête est en cours. Et puis la directrice générale du Stade de France était l'invitée d'Europe 1 Sport hier soir. À une finale Liverpool-Real Madrid gâchée, une réputation ternie pour longtemps. Image désastreuse pour la France. Le meilleur moyen d'effacer tout ça, eh bien, c'est d'accueillir une nouvelle finale de la Ligue des Champions très vite. C'est la conviction d'Alexandra Boutelier. Pour tout vous dire, moi, il n'y a pas un jour depuis le 28 mai 2022 où je ne me réveille pas sans me demander ce que nous aurions pu faire de mieux. C'est d'autant plus douloureux que le Stade de France a été inauguré en 98, que depuis nous avons accueilli 557 grands événements, plus de 36 millions de spectateurs, et que globalement, les choses se sont plutôt bien passées. En ce compris une sombre soirée du 13 novembre 2015. Il va falloir à un moment que nous trouvions un moyen de redémontrer que nous savons accueillir cet événement. Le meilleur moyen de le faire, c'est de le réaccueillir. Je le souhaite profondément et si c'était possible, plutôt tôt que tard. Alexandra Boutelier, la directrice générale du Stade de France, invitée d'Europe 1 Sport hier soir, émission présentée par Virginie Fulpin avec Jacques Vendroux. Enfin, Europe 1 fête la rentrée littéraire en ce vendredi toute la journée. On va vous en parler dans toutes les émissions. Gros plan ce matin sur le prix Goncourt. C'est la plus prestigieuse récompense qu'un romancier puisse espérer. Un prix décerné le 3 novembre prochain, mais les membres du jury sont déjà au travail. Ils ont d'ailleurs opéré une première sélection. L'enjeu est considérable pour les romanciers comme pour les maisons d'édition. Et pour les membres du jury, eh bien, la pression est maximale. Nicolas Caro. À la fin, il n'en restera qu'un. Mais au début, ils étaient 490 romans potentiellement éligibles pour ce Goncourt 2022. Les 10 membres du jury en ont choisi 15 après un lent écrémage. Didier Decoing, le président de l'Académie Goncourt. C'est une course de fond. On a commencé à recevoir des bouquins au mois de mai, commencé à les lire au même moment. Tout l'été, on a communiqué entre nous et ça, c'est très très important. Puis on se retrouve le jour de la rentrée et on échange les titres qu'on avait sur le cœur. Et oui, parce qu'à un moment, il faut bien choisir. L'ennui, c'est que les consensus sont rares et les regrets nombreux. Didier Decoing. Tout le temps. On a tous les livres qu'on voulait mettre, on savait qu'on aurait plus ou moins un consensus général des autres. Et puis on a le petit chouchou ou la petite chouchoute. Attendez les gars, ça c'est un chef-d'œuvre. Il faut le mettre. Moi, je ne peux pas vivre si vous ne mettez pas ça sur la liste. Comme on est 10 à dire ça, vous voyez le problème que ça peut poser. Mais en même temps, c'est jubilatoire d'échanger, etc. Jubilatoire, mais aussi exigeant. L'enjeu est considérable pour un écrivain. Le Goncourt, outre le prestige, c'est gagner au loto. En moyenne, le roman élu se vend à plus de 400 000 exemplaires. Waouh, oui. 400 000 exemplaires, c'est pas mal. Ah ouais, c'est un accélérateur de vente, ça c'est sûr. Merci beaucoup Christophe Lamar. Alors justement, pour fêter la rentrée littéraire, dans un instant, Europe 1 vous propose de recevoir le philosophe Peter Sandy. Alors lui, il a beaucoup réfléchi à ce qui se produit en nous lorsqu'on lit. Vous allez voir, c'est passionnant. Il est 7h10.